En chimie, le mot sel désigne une molécule constituée par un ion positif, un cation, et un ion négatif, un anion. Quand nous parlons du sel de table, il s'agit en réalité de chlorure de sodium, c'est-à-dire d'une molécule constituée d'une molécule de sodium et d'une molécule de chlore. Ce sel, chlorure de sodium, se présente sous la forme d'un solide cristallin blanc, plus ou moins fin, et on peut noter qu'il est particulièrement soluble dans l'eau. Ce sel de table provient de plusieurs sources possibles. La première, la plus connue, est celle du sel marin, qui est extrait de l'eau de mer par évaporation dans les fameux marais salants, comme par exemple à Guérande, où les paludiers, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les marais salants, récoltent le sel en été, à l'époque où l'eau de mer va pouvoir s'évaporer relativement facilement. La deuxième source de sel est ce qu'on appelle le sel gemme, c'est-à-dire un sel issu des mines de sel, comme par exemple on en trouve encore en Pologne. Et enfin, on peut obtenir du sel à partir de gisements géologiques d'eau salée. C'est la façon dont on extrayait le sel, par exemple, dans les salines de Salins-les-Bains, dans l'est de la France. Cette manière de faire n'existe plus aujourd'hui. Ce sel est appelé du sel inigène parce qu'en fait, il fallait chauffer ces eaux salées avec du feu pour faire s'évaporer l'eau et obtenir le sel. Que ce soit du sel marin ou du sel gemme, c'est tout à fait la même molécule du chlorure de sodium. Le sel est connu depuis la préhistoire pour ses propriétés de conservateur et il va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure des millénaires. Il est utilisé dans l'Égypte ancienne pour les momifications grâce à ses propriétés déshydratantes et de conservation. En Chine, il y a plus de 2000 ans, le sel servait à financer les actions politiques du pays. Quant à l'Empire romain, le sel y était si important que de là viendra le mot salaire qui dérive de salarium, ration de sel donnée aux soldats. Le commerce et la puissance militaire de l'Empire dépendaient en grande partie de cet or blanc. Au Moyen-Âge, le sel devient un pilier économique et on voit apparaître les routes du sel qui feront la richesse de nombreuses cités, comme par exemple Venise ou encore Salzbourg, dont le nom est littéralement lié au sel puisque ça veut tout simplement dire ville du sel. À l'époque moderne, le sel devient un enjeu politique. Au XIVe siècle, en France, le pouvoir politique impose un impôt sur le sel, la gabelle, impôt particulièrement impopulaire parce que le sel est nécessaire à tous. Et cela conduira à de nombreuses révoltes, à des fraudes, à de la contrebande. Cet impôt ne sera aboli définitivement qu'en 1790 lors de la Révolution française. Au XIXe siècle, la révolution industrielle va permettre de produire du sel en plus grande quantité et le sel devient donc beaucoup plus accessible grâce à des productions plus importantes dans les mines de sel et grâce à l'évaporation industrielle. Le sel sera également utilisé dans l'industrie pour produire du chlore, de la soude, du verre et du savon. C'est également à cette époque qu'apparaît le sel iodé, un sel enrichi en iode pour lutter justement contre les carences en iode et les goitres liés aux insuffisances thyroïdiennes. Le sel est l'un des symboles les plus puissants de l'humanité car il est présent dans toutes les sociétés et toutes les religions. Il représente en général la vie et l'incorruptibilité du fait de ses propriétés de conservation, la pureté, la protection et l'hospitalité, l'alliance et la fidélité car qui partage le sel est lié, la richesse et la prospérité du fait de son caractère précieux dans les temps anciens, la protection et l'hospitalité. Le chlorure de sodium est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Le sodium joue un rôle important dans les équilibres ioniques. En régulant l'équilibre hydrique et électrolytique, il maintient la pression osmotique dans les cellules. Il participe également à la transmission de l'afflux nerveux et joue un rôle dans la contraction musculaire. Sans sodium, le corps ne peut tout simplement pas fonctionner normalement. Cela dit, un excès de sel et de sodium est particulièrement néfaste pour l'organisme. Il peut jouer un rôle dans les hypertensions artérielles, par exemple, et donc avoir un lien avec les maladies cardiovasculaires. Le sodium sera également à limiter dans les cas de problèmes rénaux.
On peut également le citer dans les cas de rétention d'eau, de gonflement, voire d'œdème, même si bien sûr ce n'est pas la cause majeure de ces problèmes de santé. Enfin, un excès de sodium pourra jouer un rôle dans les problèmes d'ostéoporose. Le sel dans notre alimentation joue plusieurs rôles. Le premier que l'on peut citer est un rôle d'exhausteur de goût, c'est-à-dire que le fait de saler légèrement une préparation va permettre de mettre en évidence les goûts, les saveurs de ces aliments. Deuxièmement, le sel est beaucoup utilisé pour ses propriétés de conservation. Dans les charcuteries, par exemple, il est utilisé dans ce sens-là. C'est un conservateur parce qu'il a la capacité d'absorber l'eau, de la fixer, ce qui fait qu'elle n'est plus disponible pour les micro-organismes qui, de ce fait, ne peuvent plus se développer. On parle ici d'une diminution de l'activité de l'eau grâce à la présence du sel. Dans l'industrie agroalimentaire, outre les deux qualités que l'on vient de citer, à savoir exhausteur de goût et conservateur, le sel est également utilisé comme agent de contrôle des fermentations lors des panifications par exemple. Il est également utilisé comme révélateur de couleur ou comme agent de texture. Il peut aussi être utilisé comme agent liant, notamment dans certaines charcuteries de type saucisse, pour faire cet amalgame entre le gras, l'eau et le maigre. L'OMS recommande de ne pas dépasser la consommation de 5 à 6 grammes de sel par jour, ce qui correspond à 2 grammes de sodium. Je rappelle le petit calcul pour convertir la quantité de sel en quantité de sodium. Dans 1 gramme de sel, nous avons 600 mg de chlore et 400 mg de sodium. Donc pour passer de sel à sodium, il suffit de diviser par 2,5 et inversement, si vous voulez à partir du sodium obtenir la quantité de sel, il faut multiplier par 2,5. Sur tous les étiquetages de produits préemballés, on trouve la quantité de sel qui est une mention obligatoire dans la déclaration nutritionnelle. Actuellement, les Français consomment entre 8 et 12 grammes de sel, une grande partie de ce sel provenant du sel présent dans les produits transformés issus de l'agroalimentaire. Les aliments courants qui contiennent le plus de sel sont sans surprise les charcuteries, puisque là le sel est utilisé pour ses propriétés de conservateur. Par exemple, dans 100 g de jambon cuit, on va trouver à peu près 2 g de sel. Et si on regarde le jambon cru, on va pouvoir trouver jusqu'à 5 g de sel pour 100 g de jambon. Autre point de repère, le pain avec 1,25 g de sel pour 100 g de pain et les fromages de type comté, Beaufort, Gruyère où on retrouvera environ 1 g de sel pour 100 g de produit. Il faut citer également les conserves de légumes puisque le liquide de couverture contient du sel en quantité non négligeable. Dans les aliments fortement contributeurs en sel mais qui sont peut-être consommés de façon moins fréquente, on va pouvoir citer certaines eaux minérales, comme par exemple Vichy Saint-Thior. On peut également citer les bouillons déshydratés, les algues déshydratées, la sauce soja, le miso, les olives noires à la grecque, la moutarde. Bref, on a un certain nombre d'aliments qui sont quand même apporteurs de sel en quantité non négligeable, même si parfois, comme pour la moutarde, les portions consommées sont relativement petites. Le Haut Comité de santé publique préconise donc de diminuer les quantités de sel présents dans l'alimentation en étant particulièrement attentif au cumul des quantités consommées tout au long de la journée. On attirera donc l'attention de nos patients sur leurs pratiques en matière culinaire, quant à par exemple l'utilisation qu'ils font du sel dans leurs assaisonnements, et on pourra les orienter vers d'autres alternatives comme par exemple l'usage de l'ail, du persil, des aromates, des épices comme le poivre ou d'autres, afin d'assaisonner leur préparation sans forcément utiliser des grandes quantités de sel. On pourra leur suggérer de faire attention à goûter les préparations avant de ressaler de façon systématique et également de ne pas utiliser de sel lorsqu'ils utilisent des produits en conserve puisqu'en fait ces produits sont déjà salés. Il faudra les informer sur les aliments fortement contributeurs en sel, comme les aliments courants tels que le pain, le fromage et les charcuteries,
pour lesquels on a des recommandations quantitatives de consommation quotidienne pour le fromage par exemple 30 à 40 grammes par jour ou hebdomadaire 150 grammes pour la charcuterie. Et enfin, on pourra les orienter vers l'achat de sel iodé qui viendra compléter les apports en iode de leur alimentation. Pour finir, je ne résiste pas à l'envie de vous distiller quelques expressions françaises où le sel a toute sa place. Je pense que vous connaissez l'expression « mettre son grain de sel » qui signifie donner son avis alors qu'on ne l'a pas demandé. J'aime beaucoup l'expression « le sel de la vie » qui donne du goût, de l'intérêt, de la joie à l'existence. Quant à l'expression « être salé » qui s'applique souvent aux additions, elle se traduit par être cher ou coûteux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les cours en sciences des aliments, vous avez dans la description le lien pour plus de renseignements.